Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Alors si vous vous en souvenez, il y a 3 semaines, on avait parlé des oculaires. Il y a 2 semaines, on a parlé des barlots. La semaine dernière, on a parlé des renvois coudés. Et tous ces éléments ont un point en commun. Si on regarde ici, en entrée de chacun de ces éléments, on trouve un pas de filetage. Donc on le trouve bien ici, si on le voit. On en trouve bien ici, et on en trouve bien un ici. Et donc on peut se demander à quoi servent ces filetages. Et donc je vous avais annoncé que au niveau des oculaires, on pouvait placer un filtre. Et donc ce filtre peut être placé donc, soit devant le renvoi coudé, soit devant la barlow, soit devant l'oculaire. Et donc on peut se demander où le placer. Et avant de savoir où le placer, quel filtre utiliser, pourquoi faire. Et c'est ce que je vous propose de voir avec moi dans ce nouvel épisode de DK Astronomie. Donc sans plus tarder, générique. Bon, donc avant toute chose, si on regarde ces deux filtres, on peut voir que donc ils ont des tailles différentes. Donc on a des filtres, on va parler un petit peu des caractéristiques. Et donc la première caractéristique, c'est le coulant de notre filtre. Donc 1 pouce 1 quart, soit 31 mm,75 ou 2 pouces, c'est-à-dire 50 mm,8. Donc ça c'est le coulant, puisque donc on avait vu que sur nos chemins optiques, donc sur les renvois coudés, les barlows ou les oculaires, on pouvait les avoir donc en 2 pouces à l'extérieur ou en 1 pouce 1 quart. Et donc forcément, si on a deux tailles de coulant au niveau des différents éléments, on va trouver les différentes tailles au niveau des filtres. La deuxième caractéristique, ce sera le rôle du filtre. Donc là, par exemple, j'ai un Lumicon Deep Sky. Donc ça, c'est un filtre à 270 €. Donc un filtre onéreux. Et lui, il sert à améliorer le contraste en ciel profond. Là, j'ai un petit filtre Angelai jaune, donc numéro 12. Et donc ça vaut quelques euros. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté, il était offert en cadeau quand j'ai acheté un support pour un chercheur. Et donc voilà, je l'ai eu en cadeau. Ça vaut, on va dire, entre 2 et 4 €, donc ça vaut rien. Et la qualité est proportionnelle au prix. Donc voilà, ça va pas servir à grand chose. Ça, ce sera déjà plus utile. Donc voilà, ça c'est la deuxième caractéristique, à quoi servent les filtres. Donc on a des filtres qui sont dédiés à l'observation ou l'observation visuelle ou à l'astrophotographie. Donc ce ne seront pas les mêmes filtres. Alors certains peuvent faire les deux, mais on va déjà distinguer que voilà, il y a des filtres qui existent spécifiquement pour le visuel et il y a des filtres qui existent spécifiquement pour l'astrophotographie. Et il y a des filtres qui permettent de faire les trois, enfin les deux, donc le visuel et l'astrophotographie. Ensuite, pour chaque type d'objet, on aura des filtres spécifiques. Donc ça, je vais détailler un petit peu, mais il y a un certain nombre de filtres qui sont dédiés au Soleil, il y a un certain nombre de filtres qui sont dédiés à la Lune, il y a ce qu'on appelle des filtres colorés, qui eux sont dédiés plus aux planétaires, et un petit peu également donc, à l'observation lunaire. Puis on a donc les filtres interférentiels qui eux servent plus à l'observation du ciel profond. Et après on trouve tout un tas de filtres très spécifiques qui répondent à des besoins vraiment spécifiques. Maintenant, si on regarde ces deux filtres qui remplissent la même fonction, donc c'est des filtres pour faire du visuel et donc ils laissent passer la couleur jaune.
on peut voir que donc, voilà, celui-là coûte quelques euros, celui-là coûte quelques dizaines d'euros. On peut se demander, voilà, quelles sont les caractéristiques qui justifient le fait que celui-là soit plus de 10 fois plus cher que celui-là. Et si on lit l'inscription qui est écrite sur le filtre, donc c'est un filtre Bader et c'est un optically polished. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que sur ce filtre-là, on a des verres qui sont polis. Donc les deux faces déjà sont parallèles, alors que sur celui-ci, elles sont parallèles, mais pas aussi parallèles que celle-là. Et le fait que le verre a été poli, du coup, il a une qualité optique bien meilleure que celui-ci. Donc là, que ce soit au niveau du traitement de surface, qu'au niveau de l'état de surface des verres à l'origine, on peut imaginer que voilà, on a des petites imperfections et en plein éther, quand on va grossir 100, 150, voire 200 fois, et ben, ces petites imperfections, on commencera à les noter. Alors que donc avec celui-ci, qui est de bien meilleure qualité optique, du coup, la qualité de l'image sera préservée. Voilà. Alors si on regarde bien, on voit que là le verre est beaucoup plus grand que le verre qui est là. Et donc ça aussi, ça va jouer sur le champ de vision. Celui-ci laissera passer, on va dire, du fait de l'ouverture qui est plus grande, plus de lumière que celui-ci. Celui-ci va naturellement bloquer une partie de la lumière qui est bloquée par le support en aluminium qui tient le verre, le filtre du verre. Donc ça aussi c'est une caractéristique. Et si on va un peu plus loin, donc moi j'ai que des filtres qu'on appelle des filtres montés. Donc, des filtres montés, c'est des filtres qui se montent sur quelque chose, enfin montés en ce sens qu'on peut les visser dans quelque chose. Alors c'est quelque chose, ça peut être donc l'oculaire, mais on a vu que voilà, ça peut très bien se monter sur un renvoi coudé, sur une barlow, enfin voilà, il y a plusieurs endroits où on peut les monter. Et donc ils sont montés parce que donc, le filtre est monté sur cette collerette qui permet de faire l'assemblage. Alors après on trouve des filtres qui sont non montés, c'est-à-dire en fait des filtres où on trouve que la partie en verre, où il n'y a que le verre, il n'y a pas le support qui va autour. Et donc eux, leur avantage, c'est que voilà, ce verre-là, enfin ce filtre-là, avec cette grosse obstruction, voilà, va générer ce qu'on appelle du vignettage. Alors, en fonction de l'endroit où on le place, on aura plus ou moins de vignettage. Celui-ci, du coup, va en produire beaucoup moins. Mais voilà, il y a des fois où on a envie d'avoir dans une image sans vignettage, et donc l'utilisation de verres qui ne sont pas montés permettent d'avoir encore un peu plus de surface et donc limiter ce problème de vignettage. Et pareil, donc là les deux filtres que je vous montre, puisque en fait, j'ai que des filtres ronds, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils existent aussi en version carrée. Alors, pour des filtres carrés, il faut des porte-filtres spéciaux. Et eux, ils sont forcément non montés, puisque c'est le porte-filtre qui va faire office de monture de ces filtres. Mais bon, voilà. C'est dédié à des utilisations bien précises. Pour ceux qui utilisent de très gros capteurs, qui en plus font de l'imagerie. Donc voilà. Il faut juste savoir que ça existe. Mais les filtres les plus courants, c'est les filtres ronds en 1,25 pouce ou en 2 pouces. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques. Et à présent, on peut parler donc d'une première catégorie de filtres, les filtres solaires, puisque donc en fait pour observer notre astre du jour, il y a toute une gamme de filtres dédiés pour pouvoir observer ou photographier cet astre en toute sécurité. Alors,
Voici ma lunette 80 ED. Et donc elle peut servir à observer le soleil. Mais évidemment, déjà à l'œil nu, il ne faut jamais fixer le soleil. Alors avec un collecteur de lumière de 80 mm qui va concentrer cette lumière dans un oculaire, autant dire qu'au premier coup d'œil, vous perdez la vue. Et si vous avez la mauvaise idée de regarder le soleil aux jumelles, là vous ne perdez pas la vue d'un œil, mais directement la vue des deux yeux, en une fois. Donc voilà, donc l'observation du soleil, c'est quelque chose de très sérieux, qui peut être très dangereux du fait. Donc on peut avoir de la cécité. Et donc, quel que soit le filtre qu'on va utiliser ou pas au niveau de l'oculaire, il y a un filtre qui est absolument indispensable. C'est le filtre en entrée de l'instrument, que ce soit dans une lunette ou un télescope. Et donc là, on a un filtre solaire. Donc c'est un Thousand Oaks Optical. Donc ça, c'est un filtre dédié spécialement à l'observation du soleil. Et donc lui, il se monte ici. Alors, comme c'est pas le bon diamètre du filtre par rapport à la lunette, ici, il faut que je rajoute quelque chose pour pouvoir scratcher ce filtre avec les velcro qui sont là, pour qu'il tienne correctement sur l'avant de la lunette et pour qu'il puisse en aucun cas tomber. Donc voilà, donc si on fait de l'observation solaire, il faut impérativement un filtre solaire. Alors celui-là, il est rigide, mais il existe des filtres solaires souples, faits avec ce qu'on appelle un film astrosolar. Par exemple, Bader en fait des très bien. Et donc là, pareil, il existe deux versions. Donc il ne faut pas se louper sur la version de filtre qu'on va prendre. Il y a une version qui est dédiée à l'observation visuelle du soleil, et il y a un autre qui est dédié à l'astrophotographie du soleil. Donc si on fait de l'observation visuelle, il faut bien prendre le bon filtre, parce que sinon donc l'autre laisse passer un spectre plus large et il laisse passer plus de lumière. Et donc le filtre astrosolar dédié à l'astrophotographie n'est absolument pas adapté à l'observation visuelle. Donc si vous prenez celui du visuel, vous pourrez quand même faire de l'astrophoto. Ce sera un peu moins bien que le filtre astrophoto dédié, mais on pourra quand même le faire. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Si vous prenez un film astrosolar dédié à l'astrophotographie, vous ne pourrez pas l'utiliser en visuel. Donc voilà, à savoir. Et en complément de ce filtre qu'on mettra impérativement donc en entrée de l'instrument, évidemment il faut qu'il soit adapté à la taille de l'instrument, puisque donc là, si je prends une autre lunette, une Skywatcher de 120 mm de diamètre, là on remarque que le filtre est trop petit. Bon. Donc faut prendre le filtre adapté à son instrument. Et donc en complément de ce filtre, on peut utiliser un deuxième filtre dédié à l'observation du soleil. Donc c'est le Bader Solar Continuum, le filtre CWL 540 nanomètres. Donc là, ce qui est bien avec les filtres Bader, c'est qu'en fait ici on a le spectre du soleil et ici on a le spectre laissé par la longueur d'onde, les longueurs d'onde que laisse passer le filtre. Et donc on voit qu'il laisse passer juste une petite raie verte. Et donc on peut se demander à quoi ça sert. Et ben donc dans la photosphère du soleil, voilà, si on regarde directement avec juste ça, on aura très peu de contraste, on aura peu de détails. Et donc ce filtre-là va améliorer l'observation du soleil. Et donc par exemple, on verra plus sa structure, et donc par exemple autour des taches solaires. Avec ça, on pourra mieux les observer. Mais il va de soi qu'on ne peut pas utiliser donc la lunette avec juste ce filtre-là. Il faut impérativement mettre un filtre en entrée de l'instrument. Vraiment important, puisque votre vue est en jeu. Si vous mettez une caméra et que vous flinguez la caméra, bon, c'est du matériel, ça se remplace.
mais la vue ça se remplace pas aujourd'hui, pas encore, la science n'est pas encore avancée. Donc vraiment, pour l'observation du soleil, toujours avoir le filtre qui va bien en entrée de l'instrument. Bon, alors il y a un autre astre qu'on peut observer très facilement et pour lequel on peut améliorer un petit peu l'observation grâce au filtre, c'est la Lune. Alors évidemment, donc l'atmosphère terrestre laisse passer beaucoup mieux les longueurs d'onde qui sont donc proches du rouge que celles qui sont proches du bleu. Donc on peut améliorer l'observation de notre astre avec des filtres, donc soit rouge, soit vert. Alors forcément avec le rouge ce sera mieux qu'avec le vert. Mais regarder la Lune et la voir en rouge ou en vert, voilà, c'est pas très naturel, c'est pas, voilà, on verra un peu mieux, un peu plus de contraste. Mais par exemple quand la Lune est pleine, elle sera tellement lumineuse que même avec ces filtres là, l'image sera trop lumineuse et on ne pourra pas regarder donc la Lune correctement. Bah, puis c'est quand même mieux de le regarder avec des couleurs, on va dire, naturelles. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle les filtres ND. Donc là, j'en ai 4. Et ces filtres, si on regarde, ils ont donc ils sont gris et plus ou moins gris. Donc si je prends le plus clair et le plus foncé, on voit que clairement, ils ne laissent pas passer la même quantité de lumière. Et donc, eux, ils permettent de, voilà, si on prend le bon filtre avec le bon taux de transmission de lumière, on pourra mieux voir donc la Lune en fonction de sa phase. Évidemment, le plus sombre, on va l'utiliser pour la pleine Lune, et le plus clair quand on se rapproche de la nouvelle Lune. Et voilà, quand elle sera voilà, à 40%, on va utiliser celui-là, et quand elle est à 60-70%, on va utiliser celui-là. Donc voilà pour ce qui est des filtres neutres. Alors, ces filtres neutres, on les trouve avec des inscriptions. Donc là, c'est il y a la marque du constructeur. Après, donc c'est 1 pouce 25. Donc ça, c'est le coulomb, le diamètre. Et après, on trouve ND. Et derrière le ND, on peut trouver donc des chiffres qui sont, par exemple, 2, 4, 8, 16, 400, voire 1000 ou 1024. Où on peut voir des chiffres beaucoup plus petits à virgule. Donc genre 0,6, 0,9, 1,2 et 3,0. Alors en fait le 0,6, donc là il est question de la densité optique que tu filtres. Et donc cette densité de 0,6, elle laisse passer 25% de lumière. Et donc c'est équivalent à un filtre ND4. Donc voilà, quand on voit donc écrit 4 ou 0.6, c'est la même chose. Si je prends celui de 0,9, enfin 0.9, donc lui il laisse passer 12,5% de lumière, et donc c'est un équivalent à un ND8. Si je prends celui de 1,2, lui il laisse passer 6,25% de lumière, et donc il est équivalent à un ND16. Et enfin notre ND3, on peut aussi le trouver sous deux autres appellations, donc ND1024 ou plus couramment appelé ND1000. Et donc pareil, donc lui il laisse passer 0,098% de la lumière. La valeur exacte, c'est 1/1024e de transfert de lumière. Donc du coup, c'est voilà. Donc quand on a des nombres entiers, genre 4, 8, 16, 1000 ou 1024, là il est question du temps de pause. Donc grosso modo, sur le ND1000, il faudra multiplier le temps de pause par 1000 pour avoir la même quantité de lumière. Alors
C'est pour ça que voilà, donc ça c'est valable en photographie ou en astrophotographie. Et forcément, l'œil il perçoit le flux en permanence. Donc du coup, pour l'œil, pour le visuel, on parle de densité optique. Donc voilà, une densité de 3, c'est plus parlant qu'une densité de 2000, même si c'est la même chose. Mais dans un cas, on parle de densité optique et dans l'autre cas, on parle du temps de pause. Donc voilà. Alors là, on a 4 filtres pour s'adapter en fait à 4 périodes enfin 4 phases de lune. Ensuite, la lumière réfléchie par la lune, elle est polarisée. Donc on peut gagner un peu de contraste en utilisant des filtres CPL, donc des filtres polarisants. Donc le principe d'un filtre polarisant, c'est que bon voilà, il laisse passer la lumière, soit comme ça, enfin voilà, en fonction de l'orientation du filtre. On va le monter sur l'oculaire et on va tourner l'oculaire, et en fonction de l'angle, on n'aura pas la même vision. Alors si je combine ce filtre CPL avec un filtre ND, et donc je vais pouvoir avoir de la lumière polarisée, et en plus on va pouvoir réduire un peu la luminosité. Donc on peut très bien l'associer celui-là à nos 4 filtres ND. Donc ND, neutre density, donc voilà, des filtres neutres. Mais pour la lune, il y a beaucoup mieux. Enfin, pour ma part, je peux faire largement ça. C'est un kit de 2 filtres polarisés. Et donc, tout à l'heure, j'avais dit que les 2 filtres peuvent s'assembler également. Et sur l'un des filtres, en fait, donc la molette elle est fixe et on a donc un filtre qui bouge par rapport à l'autre. Donc du coup, il y a un filtre qui va laisser passer la lumière dans ce sens-là. Un autre, en fonction de son angle, on va la laisser, donc quand il est comme ça, les 2 filtres laissent passer la lumière dans le même sens. Donc en fait, tout le flux de lumière va passer. Par contre, au fur et à mesure que je vais le tourner, donc celui-là laissera passer la lumière comme ça, celui-là laissera passer que la lumière qui est comme ça, et donc au final, on va bloquer pratiquement toute la lumière. Et donc on voit que si on fait varier l'angle, on va pouvoir varier le taux de transmission de lumière. Donc grâce à ce petit filtre, donc juste avec 2 filtres polarisés prévus pour se monter ensemble, on va pouvoir donc régler le taux de transfert qu'on veut. Donc là on voit que voilà, là je suis au maximum, donc on voit au travers, et au fur et à mesure que je tourne, voilà, et donc là le filtre, je ne sais pas si vous voyez, ça brille un peu, mais il est bien noir. Voilà. Et donc du coup on peut ajuster la lumière comme on veut. Alors, tout à l'heure j'avais dit que l'atmosphère laisse mieux passer les longueurs d'onde proches du rouge que celles du bleu ou du vert. Le vert qui est entre les deux, entre le bleu et le rouge. Et on peut pousser le concept un peu plus loin et prendre un filtre IR. Donc ça c'est un filtre IR de 850 nanomètres. Donc lui il laisse passer la lumière infrarouge. Si on regarde, il est bien noir. Évidemment, l'œil humain n'est pas sensible ni à la lumière infrarouge ni aux ultraviolets. Donc vous allez me demander à quoi sert d'utiliser un filtre tout noir qui ne laisse pas passer de la lumière visible. Notre œil effectivement ne voit pas l'infrarouge, mais un petit accessoire, les caméras astronomiques qui elles voient très bien les infrarouges. Enfin, quand je dis très bien, à condition d'avoir une vitre qui n'est pas traitée pour bloquer l'infrarouge. Généralement c'est pas le cas, mais il y en a certains constructeurs qui font justement des caméras avec un filtre IR intégré, et donc là évidemment dans ce cas-là ça marche pas. Mais pour celle-ci, donc voilà, la vitre qui protège la puce sensible à la lumière
Elle est parfaitement transparente à toutes les longueurs d'onde. Et donc du coup, dessus, on peut monter donc notre filtre IR et gagner en netteté sur l'astre observé. Donc c'est valable pour la Lune et pour le planétaire. Ce qui me permet de faire la transition sur les filtres planétaires. Bon, donc quand on fait de l'observation planétaire, la première idée qui nous vient pour améliorer un peu ce qu'on voit, c'est d'utiliser des filtres colorés. Donc on a les filtres bleus, rouge, jaune, turquoise, un autre vert, de l'orange. Et donc parfois on trouve des kits avec 6 ou 7 filtres colorés pour l'observation planétaire. Et parfois on trouve même des mallettes avec des oculaires et des filtres voilà, pour avoir tout bien rangé et pouvoir faire de l'observation planétaire. Mais généralement ces mallettes, voilà, donc quand on trouve une mallette à 100 ou 200 euros et quand on regarde que certains oculaires comme celui-ci, on le vaut à lui seul 200 euros. Bon, vous imaginez que forcément la qualité optique à la fois de ces oculaires et de ces filtres, voilà, va pas être terrible. Voilà. On peut trouver un jeu de 7 filtres colorés pour 15 ou 30 ou 40 euros. Donc forcément, c'est des filtres qui sont de piètre qualité. Soit des mallettes voilà, à 100 ou 200 euros, où on va trouver donc 7 oculaires, une super Plössl ou des Plössl, et les filtres qui vont avec. Bon, donc ça c'est... déjà les filtres en planétaire, ça améliore un petit peu l'image, mais vraiment pas beaucoup. Donc acheter des filtres colorés pour du planétaire, ça sert pas à grand chose. Si vous avez le budget, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il y a un filtre voilà, à acheter en planétaire, ce serait ce filtre-là, le filtre IR. Et lui, évidemment, donc, comme l'œil n'est absolument pas sensible aux infrarouges, il n'a de l'intérêt que si on l'utilise avec une caméra astronomique, de préférence monochrome. Alors, quand on parle de monochrome, en fait en imagerie planétaire, oui, là il y a des filtres qui servent. On a par exemple, donc, voilà, si on a une caméra à couleur, là on va utiliser un filtre donc UV IR Cut. Donc c'est un filtre qui va couper les ultraviolets et les infrarouges. Parce que donc notre œil ne les voit pas, mais la caméra, qu'elle soit couleur ou monochrome, elle les verra. Et donc du coup l'image sera, voilà, vu que la longueur d'onde des infrarouges est très éloignée des ultraviolets, les lunettes apochromatiques sont corrigées pour les 3 couleurs visibles. Donc rouge, vert et bleu. Mais évidemment, donc, les infrarouges, elles ne sont pas corrigées pour. Donc forcément, on aura un petit flou si on utilise donc, les caméras. Et c'est pour ça qu'on utilise systématiquement un filtre UV-IR Cut pour voilà, bloquer ces longueurs d'onde. Si on a voilà, si on doit acheter un filtre en planétaire, c'est celui-là. Si on utilise une caméra. Après, si on veut aller un peu plus loin, donc en fait, les infrarouges traversent beaucoup mieux l'atmosphère que les autres longueurs d'onde. Donc, en utilisant la place d'un filtre luminance UV-IR Cut, si on prend donc pour la couche luminance un filtre qui laisse passer les infrarouges, on va gagner en netteté au niveau de l'imagerie planétaire. Après, il y a des filtres très spécifiques qui
par exemple le filtre méthane qu'on utilise pour les géantes gazeuses, surtout Jupiter et peut-être Saturne. On a aussi donc un filtre UV qui lui cette fois-ci ne coupe pas les ultraviolets mais qui laisse passer uniquement les ultraviolets et donc lui permet par exemple de faire apparaître les structures dans l'atmosphère de Vénus. Donc voilà, on trouve des filtres très spécifiques et voilà, si on utilise une caméra monochrome, on voudra voir notre planète en couleur. Et pour ça, il faut utiliser des filtres de couleur, mais des couleurs primaires. Donc là, on a un filtre. Celui-ci laisse passer le bleu, celui-ci laisse passer le vert, et celui-ci laisse passer le rouge. Et donc là, on retrouve notre filtre UV IR Coat. Donc la couche de luminance. Donc ces trois filtres là, eux, ils sont spécifiquement conçus pour les caméras. Donc c'est écrit RGB CCD, 1,5 pouce et donc B filter, B pour blue, R pour red, donc rouge, et là on a G pour green, vert. Ces trois filtres RGB ont les couleurs primaires. Donc grâce à ces trois couleurs là, on peut reconstituer toutes les autres couleurs. Et comme c'est pour du CCD, ils sont en plus traités pour justement bloquer les UV-IR et les infrarouges, pour justement avoir l'image la plus nette possible. Donc quand on fait du LRGB ou du RGB avec des caméras monochromes, on a besoin de ces trois filtres de couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Et c'est pas les mêmes rouge, vert, bleu que sur les filtres utilisés pour le visuel. Donc là on a un certain bleu, un certain rouge, il y en a plusieurs nuances et qui sont donc normalisées par Kodak. Donc, chez Bader il donne la longueur d'onde qui passe et chez d'autres fabricants on trouve donc le numéro qui standard de Kodak. Tout à l'heure on avait parlé du filtre jaune 21. Bon, alors dans cet épisode, on a surtout parlé des filtres en rapport avec notre système solaire. Donc avec le Soleil, ou pour observer la Lune, ou pour observer les planètes. Alors observer en visuel ou faire de l'imagerie de ces trois catégories d'astres. Mais il y a une catégorie d'astres dont on n'a pas parlé, c'est le ciel profond. Et en rapport avec le ciel profond, il existe tout un tas de filtres, aussi bien pour le visuel que pour l'astrophotographie. Mais ça, comme c'est un vaste sujet, je vous propose de l'examiner avec moi la semaine prochaine. En attendant, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, et surtout, à bientôt. Ciao!